Soyez les bienvenus dans Xenius en Italie aujourd'hui. Buongiorno e benvenuti a Venezia. Nous sommes aujourd'hui dans la magnifique ville de Venise, sur le pont de la Constitution, un ouvrage étonnamment moderne, l'endroit idéal pour vous présenter le sujet du jour. En effet, nous avons les pieds sur du verre, un matériau très apprécié des architectes contemporains, mais qui est aussi utilisé dans de nombreux autres domaines. Sa particularité, il est fragile et solide à la fois. Nous allons découvrir aujourd'hui dans Xenius ce qui rend ce matériau si fascinant. Et si nous sommes ici, c'est parce que c'est à Venise que l'art de la verrerie européenne trouve son origine. Cette technique, élaborée dans l'Égypte antique, a ensuite été importée par des marchands en Syrie et en Phénicie, avant d'atteindre Venise, où elle a été affinée. Depuis le XIVe siècle, cette ville italienne est ainsi considérée comme le berceau de la fabrication du verre vénitien. Mais l'art de fabriquer le verre est encore plus ancien. Son histoire a débuté il y a 4000 ans. Le verre, un matériau qui a besoin d'une température très élevée pour prendre vie. À l'état visqueux, on peut le façonner et lui donner n'importe quelle forme. Le verre fascine l'homme depuis de nombreux millénaires. En 650 avant notre ère, sur une tablette en argile d'un roi assyrien, a été gravée cette recette. Prends 60 parties de sable, 180 parties de cendres d'algues, 5 parties de craie, et tu obtiendras du verre. Les artisans de la verrerie Lamberts à Waldshausen, en Bavière, suivent encore aujourd'hui ces indications, ou presque. Nous n'utilisons plus de cendres d'algues, mais de la soude. Et au lieu de la craie, il s'agit de chaux, dont la composition chimique est très proche et qui a donc pratiquement le même effet lors de la fabrication du verre. Mais d'où est venue l'idée de mélanger et de faire fondre du sable, des cendres et du calcaire? Personne ne le sait exactement. On suppose qu'il y a 4000 ans, le verre a été découvert un peu par hasard. Il existait de nombreux fours pour cuire la céramique. Il se peut que la sole des fours contenant du calcaire soit entrée en contact avec les cendres du feu et avec du sable, ce qui a créé une masse vitreuse. Nos ancêtres auraient ensuite continué à expérimenter avec cette matière. Mais il a fallu encore plusieurs milliers d'années à l'homme pour être en mesure de créer de tels cylindres de verre. Les premiers artefacts fabriqués en verre, encore difficiles à identifier en tant que tels, sont originaires de Mésopotamie, l'actuel Irak. Voici un pendentif en forme de disque, une amulette qui a environ 3400 ans. Elle a été réalisée selon la technique du moulage, c'est-à-dire que les artisans ont rempli un moule de verre pilé avant de le placer dans un four où la chaleur a fait fondre la masse de verre. Le nouveau matériau séduit vite par sa beauté et l'homme imagine de nouvelles techniques pour fabriquer des objets en verre plus élaborés. Bientôt, tous les foyers aisés de l'est du bassin méditerranéen se doivent de posséder ce genre de coupelle en verre coloré. Au dernier siècle avant Jésus-Christ, la fabrication du verre fait un bond en avant. En 50 avant Jésus-Christ, la canne à souffler le verre est inventée au Proche-Orient. Cette innovation accélère le processus de production des récipients en verre et entraîne une explosion de la diversité des formes, comme on le voit dans cette vitrine. L'artisanat verrier s'étend dans tout le monde antique en quelques siècles. Le verre n'est bientôt plus un objet de luxe, mais un produit commun, fabriqué en série. À partir du Moyen-Âge et à l'aide de la canne à souffler, les maîtres verriers parviennent à fabriquer des carreaux plus fins et quasiment lisses. Une technique séculaire toujours utilisée dans les verreries artisanales. Il s'agit d'abord d'obtenir un cylindre de verre soufflé à la canne appelé manchon. Une fois ses extrémités découpées, il est fendu dans la longueur. Puis les feuilles de verre retournent dans le four. Je place les moitiés de manchon sur le côté du four et elles s'ouvrent presque toutes seules. Ensuite, je n'ai plus qu'à les aplatir avec un polissoir en bois d'aulne. Voilà le secret.
Les carreaux de verre soufflé à la canne continuent de séduire les restaurateurs, les artistes et les designers. Mais quand il s'agit d'avoir une surface parfaitement lisse, ils ne peuvent rivaliser avec le verre produit industriellement. Le verre plat ou verre flotté est désormais produit dans d'immenses unités industrielles et a supplanté en grande partie la fabrication artisanale des maîtres verriers. C'est ici que commence le processus de fabrication du verre flotté avec le four de fusion. Le mélange habituel de sable, soude et chaud est déversé dans le four dont la température atteint environ 1600 degrés, ce qui va le faire fondre en une masse vitreuse homogène. La principale différence avec le mode de fabrication traditionnel, c'est qu'ici, le verre va se lisser de lui-même en coulant sur de l'étain liquide. Voici le bain d'étain, où le verre visqueux est déversé sur le métal fondu, formant ainsi deux surfaces parallèles et parfaitement lisses. Le grand avantage du verre élaboré par flottage, c'est qu'il ne s'étale pas sur un support solide, mais sur de l'étain liquide, dont la surface est tellement plane que le verre aussi devient parfaitement lisse. À la sortie du bain d'étain, des tapis roulants entraînent le ruban de verre à travers l'étendrie, un long tunnel d'environ 160 mètres où il va refroidir avant d'arriver à la découpe. Le système de découpe définit la taille des plaques de verre à produire. Une molette vient rayer la surface du verre. Il suffit ensuite de donner un choc au même endroit pour briser net le verre. Et la vitre est prête. Il a fallu 4000 ans à l'homme pour imaginer et optimiser cette méthode de fabrication permettant d'obtenir des feuilles de verre parfaites. Mais la verrerie d'art aussi s'est perpétuée, et avec elle, notre fascination pour ce matériau. La seule chose à n'avoir quasiment pas changé au fil des siècles, ce sont les ingrédients. Le sable, la soude et la chaux, ainsi que la chaleur nécessaire pour les transformer en verre. Nous sommes maintenant à Murano, à environ 1 km au nord du centre historique de Venise. Cette île est considérée comme le berceau européen de la verrerie. On y fabrique du verre depuis 1295, d'une part pour éviter de provoquer le moindre incendie dans le centre-ville de Venise, mais aussi pour y garder précieusement les secrets de fabrication des souffleurs de verre. Au fil des siècles, de nombreuses variétés de verre ont vu le jour ici. Les verriers de Murano se sont transmis leurs recettes et leur savoir-faire de génération en génération. Ils sont ainsi devenus de véritables maîtres en la matière, des maestri en italien. L'un d'entre eux s'appelle Pino Signoretto et nous allons le retrouver dans un instant dans son atelier. Sabbia, du sable. Soda, de la soude. Il faut maintenant peser la chaux, calce en italien. Là, il y en a trop. Et voilà tous les ingrédients supplémentaires qui vont être rajoutés à la préparation de base. Diverses poudres blanches dont on ne vous révélera pas le nom car cela doit rester un secret. Maestro, vos assistants ont maintenant mélangé tous les ingrédients. En combien de temps cette préparation va-t-elle devenir du verre? Tout dépend de la qualité du matériau. Certains verres sont tendres et souples, tandis que d'autres sont plus durs. En règle générale, il faut compter 9 heures.
Le verre est l'un des plus anciens matériaux créés par l'homme. Il possède de nombreuses propriétés physiques. Il peut être fragile, dur, transparent ou encore filtrer la lumière. Mais vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce matériau? Quand j'étais petit, je jouais dans l'herbe à côté d'un four de verrier et je me suis écorché la jambe avec un morceau de verre. Ma mère m'a dit « Et voilà, maintenant tu as le verre dans le sang ». Et elle avait raison. Le verre fait tout simplement partie de moi. Je suis né avec le verre. J'ai grandi avec et je mourrai probablement avec lui. Nous avons vu les ingrédients de base que vous utilisez. Mais quelle est votre spécialité ici? Notre spécialité, c'est l'utilisation de colorants minéraux. Il faut en ajouter quelques milligrammes seulement pour éviter de trop assombrir la couleur du verre. En quoi la température du four influence-t-elle la qualité du verre? Fabriquer du verre, c'est un peu comme faire cuire des pâtes. Si on les laisse trop longtemps dans l'eau bouillante, elles deviennent molles et collantes. Et si on les retire du feu trop rapidement, elles sont encore dures. Avec le verre, c'est la même chose. La température de cuisson idéale est de 1400 degrés. Si je le fais cuire à 1500 degrés, il va se briser en 1000 morceaux. Et si au contraire, je règle le four à moins de 1400 degrés, le sable ne peut pas fondre et le verre est trop dur pour être travaillé. La comparaison avec les pâtes ici en Italie s'imposait. Comme vous le savez, le verre est un matériau très dur et fragile à la fois. Inutile par exemple d'essayer de le rayer avec une lame de couteau. Et vous allez voir maintenant que le verre moderne peut résister à des contraintes encore plus impressionnantes. On le croit fragile, mais après traitement, le verre peut devenir ultra résistant. Le verre blindé, par exemple, peut résister à l'impact de balles. Un verre de sécurité va se briser en petits morceaux qui ne présentent pas de risque de blessure. Le verre trempé est extrêmement solide, tout en restant aussi souple qu'une feuille d'acier. L'aéroport Cologne-Bonn. La façade, le toit, les escaliers, les rambardes, le sol, presque tout est en verre. Mais un verre spécial, choisi pour sa capacité à supporter les forces exercées par les milliers de passagers. Non loin de là se trouve l'usine de l'un des leaders mondiaux du secteur. Sur ce site d'Aix-la-Chapelle, des plaques de verre classiques sont traitées et transformées pour devenir ultra résistantes. Le procédé est nommé trempe, d'où le nom de verre trempé. Les vitres sont d'abord portées uniformément à une température de près de 600 degrés. À ce stade, le verre se ramollit et se détend. Des jets d'air froid vont ensuite le refroidir rapidement en surface, le forçant à se contracter. Mais tandis qu'il durcit à l'extérieur, le cœur de la vitre reste chaud et souple. En refroidissant, celui-ci va vouloir se rétracter, mais la surface déjà durcie va l'en empêcher. Il se crée alors un phénomène de tension en profondeur et de compression en surface. Des forces antagonistes qui vont rendre le verre bien plus solide qu'avant. Résultat, du verre trempé 2 à 5 fois plus résistant que du verre ordinaire. Une vitre en verre trempé, soumise à une flexion, va résister bien plus longtemps, avant de finir malgré tout par se briser. Ce test de flexion illustre bien la différence de résistance. À gauche, une vitre de 6 mm d'épaisseur en verre trempé face à une vitre normale à droite. La vitre en verre normal se brise sous un poids de 15 kg. Celle en verre trempé résiste à une contrainte quasiment 4 fois supérieure. Une solidité qui en fait un verre idéal pour les parois de douche ou les arrêts de bus. Un verre traité de la sorte présente d'autres avantages. Il entre dans la catégorie des verres de sécurité, puisque s'il se brise, le risque de coupure est minimal. En général, les éclats de verre sont très pointus et tranchants, ce qui n'est pas le cas ici. En cas de choc sourd, si Olaf veut bien nous en faire la démonstration... Une vitre en verre classique se serait déjà brisée, alors que du verre trempé résiste très bien à ce genre de choc.
Les tensions dans le verre le prémunissent contre un tel choc, mais elles ne résistent pas à l'impact d'un objet dur et pointu. Dès que le marteau perce la surface de la vitre, les forces qui s'exerçaient au cœur du verre sont rompues. Et la vitre se brise presque instantanément en 1000 morceaux. Il ne reste qu'un amas de débris de verre non coupant, donc presque inoffensif. Cet autre genre de vitre peut encaisser encore plus. Du verre blindé de la plus haute classe de performance. Le vitrage blindé est utilisé pour les bijouteries, les banques ou pour protéger des personnalités. Ce verre peut résister à une pression 2 fois plus élevée que l'acier. Même si l'impact fait jaillir une volée d'éclats, la balle ne traversera pas le vitrage. Lors de l'impact, elle s'aplatit comme une boulette d'aluminium, tandis que le vitrage du côté intérieur reste intact. Une personne protégée par la vitre ne recevrait pas le moindre éclat de verre. Notre verre blindé est constitué de verre feuilleté, c'est-à-dire de plusieurs feuilles de verre assemblées entre elles par un film plastique quasi indéchirable. La superposition de ces feuilles de verre ainsi que leur épaisseur confère au vitrage une très grande résistance, y compris contre les armes à feu. La feuille de verre extérieure, qui doit absorber l'énergie de la balle, est la plus épaisse. Les films plastiques intercalés amortissent l'impact et protègent les couches de verre intérieures. Ce sandwich de verre passe une nouvelle fois au four à 130 degrés et sous une pression de 13 bars. La température et la pression vont faire fondre le film plastique, qui va adhérer à la feuille de verre et rendre l'ensemble impossible à séparer. Voilà comment on obtient les caractéristiques nécessaires à cette classe de produit. Le vitrage est parfaitement transparent et son épaisseur se remarque à peine, à moins de le regarder de biais. Et ce verre feuilleté ne tient pas tête qu'aux balles. Le tranchant de la hache n'occasionne qu'une fine rayure. Je retourne la hache. Selon le test de normes, l'ingénieur Ulrich Hermens n'a que 70 coups maximum pour essayer de faire un trou de 40 cm de côté. S'il n'y parvient pas, le vitrage aura réussi le test du plus haut niveau de protection. L'ingénieur procède méthodiquement. Il commence par briser le verre avec le côté large de la hache avant de trancher les films plastiques grâce à la lame. 5 minutes et 80 coups plus tard, il n'est parvenu à créer qu'une simple entaille. Un cambrioleur n'a presque aucune chance de parvenir à briser la vitre, même avec une hache aussi massive. Je suis en nage, ça prouve que j'ai fait de mon mieux. Mais le vitrage a été le plus fort. C'est incroyable. Le maître verrier est parvenu à façonner une silhouette humaine à partir d'un simple morceau de verre qui n'avait à l'origine aucune forme particulière. Comment arrivez-vous à transformer un simple morceau de verre en une figure, alors que sous l'effet de la chaleur, le matériau se ramollit? C'est là tout l'art des maîtres verriers. La majeure partie d'entre nous est capable d'en faire autant. Nous parvenons à maîtriser la matière en fusion, à trouver le bon équilibre et à synchroniser nos mains et notre tête. Pino, vous êtes un spécialiste des sculptures en verre. Vous souvenez-vous de la plus petite et de la plus grande œuvre que vous avez réalisée? Je dois avouer que je suis moins doué avec les petites sculptures. Je prends plus de plaisir à façonner de grandes œuvres, je trouve ça plus amusant. La plus grande sculpture que j'ai réalisée à ce jour est un cheval de 3 mètres sur 4. Aucun verrier au monde n'avait fabriqué auparavant une telle œuvre en verre.
Rien que la tête du cheval pesait 350 kilos. Juste la tête. Rien que la tête. Peut-on tout façonner en verre? Disons que je cherche toujours à repousser mes limites. Et j'adore me lancer des défis qui semblent au départ impossibles à relever. Qu'est-ce que vous rêveriez encore de sculpter? J'ai déjà réalisé un grand nombre de mes rêves. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de perpétuer la tradition du verre à Murano. Je fais partie des derniers maîtres verriers de ma génération et j'espère vraiment que cette tradition perdurera parce que pour moi, Murano est plus qu'un travail, c'est un rêve. Grazie. Grazie. Bougeoirs, vases, figurines, sculptures, et même cet objet-là, toutes ces œuvres en verre ont été façonnées à la main. Nous avons déjà appris beaucoup de choses sur ce fabuleux matériau qu'est le verre. Mais nous allons voir maintenant qu'il possède également 3 autres propriétés surprenantes que j'ignorais moi-même jusqu'à présent. Premier point, le verre n'est pas tant une matière qu'un état. En se refroidissant rapidement, la masse fondue de sable, soude et chaud, se fige au point de transition vitreuse, à la limite entre le liquide et le solide. Cette carafe semble solide, mais sur le plan moléculaire, elle ressemble plutôt au liquide qu'elle contient. D'ailleurs, les physiciens décrivent souvent le verre comme un liquide qui s'ignore. Et de fait, même après s'être solidifié, le verre s'écoule encore, mais à une vitesse bien trop lente pour être perceptible. Ce n'est toutefois pas pour cela que les vitraux des églises sont plus épais à la base qu'au sommet. L'explication est plus simple. Les techniques de l'époque ne permettaient pas encore de fabriquer des carreaux de verre d'une épaisseur uniforme. On plaçait donc le côté le plus large en bas pour une simple question de stabilité. Deuxième point. Le verre est translucide. Il laisse passer la lumière. Et c'est justement pour cela qu'il permet aussi de voir plus net. Plus de 200 ans avant notre ère, le mathématicien grec Archimède, connu pour ses éclairs de génie dans son bain, s'intéressait déjà au phénomène de réfraction de la lumière par les lentilles et les cristaux. Mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que les premières lunettes ont été inventées, et seulement pour corriger la vision de près. Il a fallu attendre encore 300 ans pour que les myopes puissent eux aussi voir net de loin. Et les lunettes à double foyer, corrigeant les 2 problèmes, ont été inventées par Benjamin Franklin, qui en avait assez de devoir changer constamment de paire. Aujourd'hui, les lentilles et verres de haute précision nous permettent non seulement d'avoir une vision parfaitement nette de ce qui nous entoure, mais aussi d'observer des galaxies très lointaines, ou de plonger dans les mondes minuscules qui se trouvent juste sous notre nez. Troisième point. Nous portons presque tous sur nous un petit morceau de verre bien utile à longueur de journée, l'écran tactile de notre smartphone dont la surface extérieure est une mince plaque de verre. Mais ce qui rend l'écran véritablement tactile se trouve sous le verre, une fine grille métallique soumise à une faible tension électrique. À chaque contact avec le verre, des charges électriques sont transférées à notre doigt. Cette perturbation fait varier le champ électrique de la grille. Un contrôleur détermine les coordonnées de l'endroit que nous avons cliqué ou effleuré et convertit le geste en commande. Et si la surface externe est en verre, c'est parce qu'il est presque inusable et facile à nettoyer. En revanche, attention, il n'est pas incassable. Heureusement, même si le verre est fissuré, vous risquez au pire de vous planter un petit éclat dans le doigt. Votre écran tactile, lui, continuera en général à fonctionner. L'écran tactile de mon smartphone fonctionne parfaitement, enfin presque.
Et si, à l'issue de cette émission, vous souhaitez voir ou revoir un épisode de Xenius, oups, j'ai lancé la vidéo, vous avez la possibilité de le visionner en ligne via la médiathèque d'Arte. À notre grand regret, Pierre et moi allons maintenant devoir faire nos adieux à cette jolie île de Murano. Mais avant cela, mon cher Pierre, je tenais à t'offrir des milliers de fleurs. Des milliers de fleurs? Oh, un cadeau. Encore faut-il ne pas le casser, attention Pierre. C'est fragile? Ça coûte très cher surtout. Alors? C'est magnifique. C'est une technique de fabrication vénitienne, appelée mille fiori. 1000 fleurs. Oui, différentes baguettes de verre multicolores sont juxtaposées et fusionnées ensemble. Elles sont ensuite sectionnées, ce qui donne une impression de 3 dimensions. Avec ce millier de fleurs, on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao ragazzi, alla prossima. Tschüss. Au revoir et restez curieux. Jede Blume 1 Euro, Pierre. Genau.